Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler des attentes, celles que l'on s'inflige, les attentes que l'on impose, les attentes que l'on perçoit. Alors, étant très sensible, comme on est quelque part, on entre en résonance quand on connecte à l'univers de quelqu'un. Il se peut que vous ayez aussi une certaine sensibilité, d'ailleurs vous me direz. Et donc, ça peut être quelque chose qu'on perçoit, en tout cas les attentes, on peut les percevoir même quand elles ne sont pas exprimées. La sensibilité, elle peut être de l'ordre d'une forme d'extrasensorialité, de perception. C'est comme si, quelque part, quand on était en lien avec quelqu'un, on avait accès à un champ d'informations où sont projetées les pensées, les croyances, Alors, le champ, il est là, de toute façon. Mais on y a accès ou pas, on en est conscient ou pas, mais ce champ, il est là. Quand deux personnes interagissent, qu'elles soient ensemble, physiquement ou pas, il peut y avoir des échanges à ce niveau-là. Parce que dès qu'elles sont connectées à un autre niveau, au niveau de l'âme, au niveau de... S'il y a eu des rapports sexuels aussi, ça crée un champ commun, on va dire. Et donc, on peut ressentir l'autre à distance, on peut ressentir les attentes de l'autre, quand l'autre attend de nous. Voilà, ça peut être des choses qu'on peut facilement percevoir. Vous savez, je parlais des starseeds, des êtres stellaires, et donc, nous sommes, je crois, le 23, donc l'épisode sort demain, parce que comment dire, j'ai toujours pas mal de vidéos d'avance, et puis du coup, je les publie un petit peu en différé. Donc voilà, parce que j'ai pas envie d'attendre, d'avoir une idée, mais je parle quand je me sens inspirée, en fait. Je parle pas pour juste parler, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, donc les attentes. Quand on a cette sensibilité, donc je parlais de Starseed, j'aime bien les êtres stellaires parce que de toute façon, en tant qu'humain, on prend la Terre comme référence, entre guillemets, comme étant notre point de référence. Mais sur d'autres plans, chacun a son plan de référence, en fait. Et puis, nous sommes, au-delà d'être la Terre, nous sommes la planète sur une planète appartenant à une galaxie. Donc voilà, c'est aussi une invitation à sortir de ce point de référence-là, qui est la Terre, même si on y vit et que c'est une réalité à entendre, à voir, à percevoir. C'est une invitation à ouvrir son champ de compréhension, de perception du monde. Voilà. Il n'y a rien à forcer, il y a juste à accueillir ce qui résonne quand ça nous parle. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui vient me déclencher quand quelqu'un dit quelque chose, qu'est-ce que ça dit de moi? À quel niveau ça vient me parler de moi? Pourquoi ça me déclenche autant? Qu'est-ce que la personne affiche naturellement que je me refuse de voir en moi? Et à quel point cette personne devient un miroir? Quand une personne en face de vous n'a aucune... Alors j'en parle là parce que ça vient naturellement, je suis le flow, mais c'était pas du tout la base de l'épisode, mais voilà, ça a tout à fait sa place. Et donc quand quelqu'un vient me déclencher et que je commence à avoir de l'animosité envers cette personne, c'est qu'elle me montre quelque chose que je ne veux pas voir. Je parle pas de quelqu'un qui vient m'insulter, je parle de quelqu'un qui est absolument lui ou elle et qui vient me déclencher en étant naturellement elle-même. Et quand cette personne s'exprime depuis sa vérité et que ça vient me chercher, il y a quelque chose en moi qui demande à être conscientisé, qui demande à être vécu. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas que cette personne s'autorise si librement? C'est vraiment une invitation à voir que l'autre ne cesse de nous renvoyer ce qu'on ne veut pas voir en soi.
Alors, on peut avoir cette conscience d'être l'observateur. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir les choses à différents niveaux. C'est pour ça que d'une minute à l'autre, je peux me contredire, parce que du point de vue humain, on peut dire qu'une chose est une vérité. Du point de vue de l'âme, c'est encore une autre vérité. Du point de vue de l'esprit, c'est encore une autre vérité. Parce que l'échelle, le regard que nous portons sur un même événement va être complètement différent. Et d'un point de vue humain, les déclenchements, quand je suis déclenchée par quelqu'un, et que je sens la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui demande en moi à être vu. Et l'autre est une invitation. L'autre est une invitation à plus de soi. Et parfois, c'est super relou parce qu'on n'a pas envie de voir et c'est OK aussi. Mais du coup, on va être déclenché. On va s'apercevoir finalement, si on regarde un peu dans le rétro, on va s'apercevoir qu'on a été déclenché sur un même thème par plusieurs personnes différentes. Jusqu'à ce qu'on se dise, bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Parce que ça fait déjà son travail en fait. Au-delà du mental, au-delà du raisonnement, le raisonnement n'est que secondaire. Le vrai travail, il se fait au-delà du mental et au-delà du raisonnement. C'est un process déjà en cours. Si ça me déclenche, c'est que je suis déjà en process pour aller vers ça. Et on pourrait remercier les personnes qui nous déclenchent. Parce qu'aujourd'hui, elles nous déclenchent, et dans 2 semaines, elles vont être quelque part une représentation de notre nouvelle réalité, de notre nouvelle vérité. Elles vont incarner ce qu'on souhaite incarner. Et parce que je crois que la puissance de l'autre, parce que souvent c'est la puissance de l'autre qui nous déclenche, et donc, ah oui, mais il faut arrêter de trop se montrer, il faut arrêter de trop se valoriser. Bon, déjà, si moi je ne me valorise pas, je suis forcément dans l'attente d'une valorisation extérieure, parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de se sentir important, on a besoin de ressentir sa valeur, on a besoin de savoir qu'on est précieux. Si moi je ne me le donne pas, je trouve qu'il y a une hypocrisie en France qui est assez incroyable par moments, de se dire non mais attends, tu te lances des fleurs parce que mais non, mais on peut être conscient de ses forces en fait. On peut être conscient de ses forces, on peut dire combien on est brillant dans tel ou tel domaine. Plutôt que de se le dire à soi et de faire genre oui mais non, mais oui mais j'attends que ce soit les autres qui me le disent. Non, reconnais-le, dis-le, tu vas voir que les gens vont le reconnaître autour de toi. Et si ça déclenche des personnes, c'est qu'elles sont en process pour guérir ça, pour ouvrir leur perception à ce niveau-là, dans ce domaine-là précis. Et donc si je viens déclencher quelqu'un en disant « je connais mes talents, je sais que je peux accompagner », par exemple je parle de moi, je sais que je peux accompagner, je sais à quel point je peux donner un regard différent sur une situation, je sais à quel point les personnes elles peuvent avancer, parce que quand on passe un temps ensemble, depuis nos âmes, elles se rappellent davantage qui elles sont. Moi, je suis pas là pour faire des miracles. Et quand bien même le miracle, pour moi, c'est de se rappeler qui nous sommes. Et à partir de cet espace-là, de qui nous sommes, et de cet espace qui est intemporel, qui est éternel, on peut accomplir des miracles. Mais le miracle, pour moi, c'est de se rappeler qui nous sommes et d'être un miroir pour l'autre. Parce que je n'apprends rien à personne. Le but, c'est de se souvenir. Et quand on incarne qui nous sommes et qu'on clame haut et fort notre vérité, quand on incarne notre puissance, je sais à quel point c'est difficile d'incarner sa puissance, à quel point on peut être visible quand on incarne sa puissance, mais à quel point c'est d'une beauté quand on incarne sa puissance dans une forme de vulnérabilité, parce qu'on sait qu'en incarnant sa puissance, on est aussi vulnérable, parce qu'on est aussi dans je trouve qu'il y a aussi ce truc il faut avoir cette injonction de la confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, il faut être stoïque en permanence. Il faut. Non. Et si j'étais, qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité si je suis? Si simplement je suis. Dans mes vulnérabilités, dans ce que je pense être mes faiblesses, dans toutes les facettes de moi. Et quand je suis complète dans ce que je propose aux autres, complète dans le sens quand je laisse émaner rayonner de moi toutes les facettes que je suis, y compris celles qui sont contradictoires, paradoxales, je suis une invitation pour les autres à accueillir toutes ces parts-là, chez eux. Je ne sais même pas comment a commencé cet épisode de podcast. Je ne me rappelle de rien, mais ce que je sais, c'est que je me laisse traverser. Et
C'est une invitation à avancer, même quand montrer qui je suis devient dangereux pour moi. Dangereux, dans le sens... dangereux, c'est simplement une perception. Parce que quand j'avance dans ma puissance et que je déclenche d'autres personnes, ça leur permet d'avancer dans leur puissance. Ça leur permet d'incarner leur puissance, même s'il n'y a pas de conscience derrière ce qui se joue. Il y a une part de nous qui est déjà en process. Et voilà, le podcast, cet épisode, ce qui m'a été inspiré, ce sont les attentes. Donc les attentes qu'on peut recevoir de l'autre. Mais voilà, ce qui m'a fait vivre justement l'envie de faire cet épisode, c'est de me dire, on ne peut pas répondre aux attentes des autres et être pleinement qui on est en permanence. C'est pas possible. Parce que quand je réponds aux attentes des autres, il n'y a personne chez moi qui répond à mes attentes. Qui répond aux attentes de qui je suis, de ce que je souhaite expérimenter. Quand j'expérimente toujours depuis répondre aux attentes des autres. Où je suis en moi quand je fais ça. Et à quel point quand j'incarne mes propres attentes, les attentes de mon âme, on parle d'attente, mais c'est plutôt le dessin quelque part de notre âme, le chemin, quand je vis pleinement. Voilà, c'est même pas quelque chose que je projette dans le futur, c'est quand je vis pleinement le dessin de mon âme en permanence, le chemin que je vis, quand je le vis depuis une forme de conscience, depuis la conscience que je suis déjà automatiquement dans la réponse à mes propres besoins. C'est-à-dire que quand j'arpente le chemin, quand je vis mon chemin, parfois aussi souffrant soit-il en tant qu'humain, c'est complètement ok, mais quand je le vis depuis la conscience. Alors vous savez, des fois, j'ai pas les mots parce que je navigue entre deux mondes, entre deux hauteurs. Et là, je suis à mi-chemin entre la hauteur de quelque part la vision de l'homme et la vision de l'âme. Et du coup, c'est un petit peu vertigineux par moments. Donc, il y a des choses qui se présentent, mais c'est encore un peu flou. Alors, du coup, je me laisse porter par tout ça. Mais j'aime bien vous parler du process aussi, parce que rien n'est parfait, quelque part. J'ai toujours une petite appréhension quand je commence un épisode, même si je suis super à l'aise quand même en parlant. Et que quand j'en parle, je suis super heureuse d'en parler avec vous, parce que je sais que ça peut mettre des mots sur ce qu'on vit au quotidien. Et donc, voilà. Et donc, quand je vis le chemin depuis le dessin de mon âme, quand je suis sur ce chemin, dans cette conscience-là, je réponds forcément à mes besoins et à mes attentes, en tant qu'humain, en tant qu'âme. Comme je vis le chemin le plus grand, en termes de conscience pour moi, tous mes besoins sont entendus quelque part. Je contribue à... en tout cas, je nourris tous les besoins en moi. Je suis dans une vision, dans une conscience de ce que je vis, qui automatiquement prend en charge mes propres besoins. Et à quel point répondre aux attentes de l'autre, c'est... voilà, j'accède à des niveaux, là, enfin pas des niveaux, mais des zones d'ombre encore. Donc c'est entre le conscient, le mi-conscient, mais c'est en process, encore une fois. Je suis la voix off aussi. Mais je vous le dis parce que c'est pour vous montrer à quel point tout est... c'est quand on se lance en faisant les choses que les choses nous parviennent. C'est pas avant, enfin moi quand je pense que vous le sentez bien, quand je commence un épisode, je suis jamais dans le ouais, je sais exactement de quoi je vais parler, tout va se passer comme ça. Non, ça vient au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça le chemin, parce que parfois on attend que les choses soient parfaites pour commencer, mais c'est en commençant et en vivant les choses qu'on reçoit de plus en plus de nouvelles choses, de nouvelles idées, des inspirations, des choses dont dont on porte l'ombre, entre guillemets, puisque l'absence de conscience depuis longtemps, et là, hop, la conscience se pose dessus, et c'est comme si le champ s'élargissait, et on avait accès encore plus au champ des possibles, en fait. Et donc, c'est un peu obscur, là, la zone que je navigue un peu en eau trouble. Je ne vous cache pas que si je reprends la trame... oui,
Ah oui, répondre aux attentes des autres. Répondre aux attentes des autres. Si vraiment, je crois que c'est... on peut croire que c'est de la pure gentillesse, que c'est de la dévotion, et d'ailleurs parfois c'est sacrificiel. Et il y a un petit peu cette teinte inconsciente, et là je parle au niveau collectif, je parle au niveau d'un inconscient collectif, de religion judéo-chrétienne. Il y a une teinte de sacrifice là en arrière-plan. Jésus est le représentant un peu inconscient du modèle de perfection, entre guillemets. Inconscient, je dis bien inconscient, quand on a une éducation judéo-chrétienne. Et puis quand bien même, quand on vit dans un pays où la religion en place depuis plusieurs siècles, et cette religion, forcément ça a une incidence sur nous aussi. C'est au-delà de la conscience, au-delà des conditionnements familiaux. Et donc, quand je suis dans cet espace où je réponds en permanence aux attentes de l'autre, je crée encore davantage de séparation. Vous allez me dire, l'autre, c'est moi. Oui. Mais c'est important que la conscience se rappelle quelle est la conscience. La conscience de l'humain s'ouvre à la conscience de l'âme qui s'ouvre à la conscience de l'esprit. La conscience de l'humain, je viens vivre une expérience séparée de toute chose. En tant qu'humain, je suis un individu. C'est une réalité en tant qu'humain. En tant qu'âme, je viens expérimenter la dualité tout en sachant que rien n'est bien et rien n'est mal, mais c'est un jeu que je viens expérimenter. L'humain ne voit pas le jeu. L'humain vit comme étant cette réalité matérielle, comme étant la réalité la plus tangible et la plus réelle qui soit. Et donc l'âme, pour elle, vient expérimenter justement cette illusion de la séparation. Et l'esprit ne s'exprime pas puisqu'il est. Il est tout ça en même temps. L'esprit, c'est « je suis » en nous, c'est l'être. Et donc ces différents niveaux de conscience nous permettent d'accéder à la conscience d'être la conscience. Puisque quand je suis tout, je ne peux pas expérimenter la séparation. Quand je suis l'âme, j'expérimente, entre guillemets, j'ai conscience qu'il n'y a pas de séparation, mais je viens l'expérimenter d'une certaine manière. Et quand je suis l'humain, je suis à fond dans la séparation. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est 3 plans de conscience qui nous ouvrent les yeux et qui nous permettent de voir, on peut observer une même situation depuis plusieurs visions. La vision de l'humain, la vision de l'âme, la vision de l'esprit. Et donc, quand je réponds inlassablement aux besoins de l'autre, même si, vous savez, ça me fait penser à la citation. Alors, les citations, j'ai du mal à me rappeler des mots exacts, mais bon, vous allez en comprendre l'essence, et certainement vous l'avez déjà entendu. C'est qu'il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher et à se nourrir. Non, attendez, c'est quoi le truc parce que j'ai exactement le concept de ce que c'est, mais j'ai pas les mots. Enfin, le concept dans l'énergie de ce que c'est, mais j'ai pas les mots. Pour aider un homme, globalement, il vaut mieux lui apprendre à pêcher plutôt que de le nourrir. Parce que lui apprendre à pêcher, c'est le rendre autonome et libre. Et le nourrir, c'est le rendre dépendant de ce que les autres vont le donner. Même si, évidemment, quelqu'un, ça nous empêche pas d'aller... Moi, je cite toujours ma mère, qui est un exemple de générosité et qui donne sans compter. Dès qu'elle voit quelqu'un qui est à la rue, elle va lui apporter à manger, elle lui fait des gamelles, elle achète... Enfin voilà, je trouve... mes parents là-dessus sont vraiment extraordinaires. Ils font preuve d'une générosité absolument incroyable que j'admire énormément. Donc voilà, c'est intéressant aussi. C'est important de voir aussi ce qu'il y a de plus beau chez nos parents, parce que l'humain a toujours quelque chose à dire et aura toujours quelque chose à dire, et c'est un fait, et c'est ok, c'est une réalité à prendre en compte. Mais ils ont, même en tant qu'humain, on a tellement de belles facettes aussi. On a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas assez, sur ce qui est trop. Et quelque part, moi j'admire ça chez mes parents. Tous les deux sont d'un altruisme, d'une
dès que quelqu'un est dans le besoin, ils vont vouloir aider, en fait. Moi, je vois ma mère à l'hôpital euh, qui, est à la fois au syndicat, à la fois au comité d'entreprise, et enfin, quand je l'entends parler des personnes qu'elle défend au syndicat, euh, en fait, c'est comme si elle défendait un membre de sa famille. Elle a ça dans le sang. Et ce qu'elle fait pour les autres, elle le fait pour elle. Et c'est beau. C'est vraiment beau. En tout cas, je vois ça chez ma mère et je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je suis admirative de la manière dont elle fait les choses et de sa générosité de cœur, en fait. Alors, on va revenir à nos chères attentes. Et on est tous amenés à aider et à être aidés dans un moment de notre vie parce que ça, quelque part, j'ai envie de dire, ça bonifie l'humain en nous. Ça nous connecte davantage à notre cœur. Mais ça ne nous empêche pas de devenir autonomes, de plus en plus autonomes, et de montrer cet exemple à ceux qui nous entourent. Pas en leur disant ce qu'il faut faire, mais en étant qui nous sommes vraiment quand nous sommes autonomes. Juste en étant qui je suis le meilleur exemple qui soit. Il n'y a pas à faire de prosélytisme, il n'y a pas à aller prêcher quoi que ce soit. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. On peut aussi, hein, évidemment, on peut aussi, hein, mais je trouve que le meilleur cadeau de transformation qu'on peut être pour les autres, c'est d'être soi et d'accepter que toutes ces facettes, tel un diamant, en fait, on est un diamant avec plusieurs facettes, et d'accepter que toutes ces facettes soient visibles et rayonnent. Et à quel point on est... plus je suis dans cette démarche de rayonner depuis toutes mes facettes, plus je suis sur un chemin d'unité et d'unification en moi. Et tout ce que je vis qui me rappelle l'unité, me rappelle la source, parce que la source, l'esprit, est l'unité. Et plus je suis dans l'unité, c'est-à-dire plus je suis dans l'accueil de ce qui est humain, même de ce qui est le plus sombre en moi, peu importe, j'ai même pas à le juger d'ailleurs. Qui suis-je pour me juger moi-même, j'ai envie de dire. Qui êtes-vous pour vous juger vous-même? Il n'y a pas besoin de réponse à cette question. Mais voilà, c'est vraiment une invitation à aller accueillir toutes les parts de soi. Parfois, on attend que ce soit les autres qui accueillent ces parts-là. Et du coup, vous savez, ça me fait penser à cette blessure d'abandon ou de rejet ou d'humiliation. Et quand je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté sur mon chemin à moi. Cette blessure de l'abandon, de l'humiliation, ce sont des choses que j'expérimente moi-même et qui m'ont fait, on va dire, connecter à des zones de moi, mais qui sont hyper... dont j'avais honte, dont j'étais... Là, j'en parle vraiment avec transparence parce que... En fait, ce qui me fait mal, c'est même pas le fait que ce soit honteux ou quoi, mais c'est de me dire, mais comment on peut ne pas aimer ça, en fait? Comment on peut être dans cette démarche? C'est sans aucun jugement, mais je me dis, mais c'est depuis le cœur que je vous dis ça, mais comment on peut ne pas accepter certaines parts de soi, finalement? Et quand je vous le dis, c'est aussi pour moi, hein, je le dis pas simplement pour vous, mais je me dis, mais c'est inhumain, finalement, de ne pas s'aimer tel qu'on est, c'est inhumain. Si on a un enfant, par exemple, et qu'on est sain d'esprit, on va l'encourager à s'aimer. Et c'est inhumain de ne pas... de rester dans des espaces de soi où qu'on ne laisse pas exister. En fait, c'est comme si on enfermait des parts de soi. Mais c'est pas humain, ça. C'est pas humain. Si on le faisait subir à un humain, on serait enfermé. Et parfois, on se comporte avec soi d'une manière... le mot est fort, mais d'une manière criminelle. Je sais que le mot peut être fort, mais parfois ce sont ces mots-là qui sont un peu cinglants, qui viennent ouvrir des espaces. Et donc, voilà, c'est une invitation à plus d'unité en soi. Mais quand je vous le dis, je le vis aussi. C'est tellement un rappel de ce que je vis aussi, de ce que je peux vivre au quotidien, de ce que j'essaie de mettre en place. De tout ça, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Et c'est un chemin humain, depuis l'humain en soi, toujours. Il n'y a pas il faut être ceci, il faut être cela. Plus j'essaie d'être sur ce chemin, plus je le vis en étant de plus en plus moi-même. Et plus je deviens le chemin. Et donc répondre en permanence aux attentes des autres. Parfois, le cadeau, c'est de les confronter
Et de toute façon, la vie, c'est même pas nous qui nous disons, bah tiens, là, je vais rien faire parce que ça va le confronter à son vide. C'est pas du tout ça. C'est que la vie elle-même va nous mettre des situations qui vont nous confronter à nos propres vides. Les vides, ce sont des incompréhensions du mental. C'est-à-dire que le mental, pour lui, le vide, il ne peut pas l'expliquer. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui doit être expliqué, qui doit être ceci, qui doit être cela. Mais en fait, quand on connecte à cet espace, en dehors du mental, on s'aperçoit que c'est le tout qui est là. Le mental l'interprète comme du vide. Notre âme l'interprète comme l'esprit. Vous imaginez à quel point on a des croyances erronées en fonction de l'échelle du regard qu'on porte sur les choses. Ce vide, c'est qui je suis quand je le laisse être pleinement. Mais depuis l'humain, c'est l'incompréhension, c'est l'insondable, c'est l'ineffable, c'est l'indicible, c'est le non manifesté, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop abstrait pour le mental. Et donc vide, danger, quand c'est vide, il n'y a personne. Mais non, le vide que vous ressentez, c'est le tout. C'est la présence elle-même en nous. Et quand on n'est pas dans l'interprétation de ce vide, mais quand on le vit pleinement, voyez comme ça change. Voyez comme, quand vous le ressentez, c'est complètement différent. Quand on se laisse porter par ce vide et qu'on devient ce vide, on devient le tout. Et le mental étant une projection de l'ego, il nous maintient quelque part, et c'est son rôle, dans cette illusion de la séparation. Mais quand on arrive à ressentir et à vivre les choses en dehors de l'ego et du mental, ça nous ouvre à une autre vision du monde, une autre vision de soi, une autre vision des possibles. Ce vide qu'on ressent et dont on a tant peur, c'est exactement qui nous sommes, ce champ des possibles. Ça nous paraît vide. En physique quantique, il y a 99,9999999% de vide. Le vide, c'est l'anagramme de Dieu. V étant... V avant était un U. Vide, c'est Dieu. Ce qu'on croit être vide, c'est ce qui nous relie tout. C'est ce qui nous relie à toute chose. Alors, c'est très difficile là parce que je sens que je suis à... C'est pas que j'atteins, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est pas vraiment vertical, même si on pourrait se représenter ça comme une échelle. Mais je suis connectée à un espace, voilà. Je suis connectée à un espace qui devient de plus en plus difficile à mettre en mots, parce qu'il y a il y a un tel fossé entre l'espace et le monde, quelque part, du verbe, que ça devient difficile d'être un pont entre les deux. Donc je vous donne le process en cours. Donc si on en revient à cette physique quantique, parce que plus je parle d'une chose et plus les espaces se présentent en fait. Et donc plus je peux aller loin quand j'en parle, puisque c'est quand j'en parle que les espaces se présentent. Ok, donc ce vide en soi que l'on ressent, c'est qui nous sommes vraiment. Mais comme on s'identifie à la matière en tant qu'humain, on s'identifie à... Parce que le mental est toujours plein de pensées, parasité de plein de pensées, a toujours... il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours quelque chose. Et le vide a été défini comme étant la mort, quelque part. Comme étant... c'est comme si... Alors, quand on connecte à ces espaces de vide en nous, là, ces espaces qui sont accessibles depuis les blessures que nous portons, les blessures sont le dernier obstacle au vide. Le vide, c'est aussi la vie, en fait. C'est tout ce qui nous maintient vivants, c'est le souffle en nous, c'est notre âme, c'est l'esprit. Je suis en train de mettre des mots sur des concepts, là, donc plus ça va venir, plus ce sera fluide. Mais je sens que c'est encore... Il manque un tout petit effort de traduction, là. Je sens que ça fait... Vous savez, c'est un peu le principe de l'entonnoir. On récupère plein d'informations et vraiment, il faut les traduire au plus près de ce que ça représente, au plus près de ce que c'est. Mais comme c'est des concepts
qui ne sont pas toujours connus, qui ne sont pas toujours faciles, même si c'est déjà connu, ce n'est pas toujours facile à mettre en mots, parce que ce à quoi j'accède est accessible à tout le monde. Donc c'est forcément accessible, enfin c'est pas accessible depuis une seule personne, mais c'est accessible à tout le monde. Donc c'est forcément des concepts qu'on a déjà ressentis, dont on a déjà parlé, qu'on a déjà conscientisé. Mais en tout cas pour moi là, c'est une première de mettre des mots sur ce concept-là. Parce que même si je les vis, il y a à les traduire pour les rendre quelque part, pour les rendre beaucoup plus concrets et pour pouvoir les intégrer. Et donc cet ego a une peur bleue du vide parce que c'est la fin de la séparation, c'est la fin de l'idée que je suis un individu, c'est la fin de l'identification au petit humain, à la personnalité. Donc, il va tout faire, c'est un processus, c'est un mécanisme de défense, mais il va réagir d'une manière où là, oh là là, danger, vide, égale, il n'y a plus rien, c'est la mort. Pour l'ego, le vide, c'est la mort. Alors que c'est réellement la vie, c'est réellement qui nous sommes. Et donc en physique quantique, même au sein de la matière, il y a 99,9999% de vide. Ce qu'on croit être le vide est un champ d'information, est un champ unifié d'information. C'est-à-dire que c'est une seule et même chose. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, les fascias. On dit que le fascia est le plus grand organe du corps. C'est une couche fine, une couche très très fine, qui envelopperait tous les organes, absolument tout le corps, et qui serait une seule et même couche, entre guillemets. Et beaucoup d'ostéos travaillent sur les fascias, donc il y a ce qu'on appelle la fasciathérapie, et à quel point quand on modifie un petit peu quelque part le positionnement d'un fascia, par exemple si vous avez une cicatrice, il peut y avoir justement ce fascia qui a trop adhéré et du coup qui n'est plus en libre mouvement, on n'est plus dans une forme de fluidité, mais c'est un petit peu une espèce d'adhérence qui empêche justement toute la globalité de bien fonctionner. Donc des fois on va, je dis on, mais c'est une façon de parler, c'est pas moi qui le fais, mais en tout cas moi je le fais sur mon corps. Quand vous laissez vos mains se poser sur votre corps et que vous les laissez, entre guillemets, j'allais dire se balader, ne pas avoir les mains, vous pouvez avoir les mains baladeuses, c'est tout à fait ok, mais en fait laissez la conscience du corps opérer sur le corps. Et parfois les mains viennent se poser à un certain niveau, par exemple ça peut être... ça se situe beaucoup entre le cou et la poitrine. Et donc, mes mains viennent se poser là et font certains mouvements qui font que, par exemple, ça va créer une sensation soit dans le bas du ventre, soit dans la jambe ou le genou, à quel point tout est relié, en fait. Et on a ça en nous aussi. Et donc, quand on se laisse simplement être en dehors de l'espace du mental, les mains, en fait... vont là où il doit y avoir, là où quelque chose n'est pas en... comment je pourrais dire ? C'est comme s'il y avait un endroit au niveau du corps qui empêchait quelque part l'harmonie globale du corps. Donc là, on est encore sur une vision assez holistique, mais il y a le corps a sa propre conscience et quand on le laisse faire, finalement, il nous envoie dans des espaces, sur des endroits du corps qui ont besoin d'être harmonisés. Ça peut être simplement par le contact, par le toucher, par le fait ça peut être des touchés très légers, ça n'a pas besoin d'aller hyper en profondeur et juste laisser le corps faire parce qu'il sait ce qu'il y a à faire. On croit que la tête c'est toujours mieux, mais en fait c'est le dernier endroit qui sait le mieux. Et donc quand on se laisse être dans ce flow-là, on se laisse traverser par la conscience quelque part du corps et les mains vont naturellement rééquilibrer des espaces, soit par un aspect énergétique, le fait de diffuser une certaine énergie. Encore une fois, c'est en dehors de tout mental. C'est pas, je me dis pas, moi en tout cas quand je le fais, tiens, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça. Pas du tout. Je laisse les choses, je suis dans un état de relaxation profonde et je laisse les choses se faire à travers moi. Et donc on parlait de ce vide qui nous constitue tous et qui est en fait l'essence de qui nous sommes. Vous voyez, plus j'en parle, plus ça va être fluide en fait. Et donc voilà, on a tellement peur du vide, de ce vide, qu'on va aussi... ce vide, c'est un peu le dernier rempart aussi de l'illusion. Quand je me sens vide, je crois être séparée, alors que je suis le vide lui-même. Mais qui n'est pas vraiment vide, c'est un champ d'information qui peut être renouvelé en permanence. Et c'est à partir de cet espace-là que nous sommes de puissants créateurs. C'est à partir de ce vide même, qui est l'anagramme de Dieu,
Euh, et, euh, et quand je dis Dieu, je ne parle pas de quelque chose de séparé, puisque nous sommes Dieu. Dieu ou l'univers ou la source. Vous mettez les mots que vous voulez. Mais voilà, donc ce vide, c'est pour ça que souvent, les plus grosses blessures cachent ce vide. Et on se dit, ouais, mais non, mais il y a ce vide, ce vide, c'est cet espace le plus inconnu en nous, et à la fois, c'est qui nous sommes. C'est le plus inconnu de l'humain, mais c'est qui nous sommes en tant qu'âme, en tant qu'esprit. Donc c'est voilà, en fonction de l'endroit où on se situe, on va interpréter les choses de telle ou telle manière. Et c'est vraiment une invitation aussi, quand vous vivez quelque chose de très souffrant pour l'humain, de prendre de la hauteur et d'observer. D'observer ce qui se joue, ce qui se passe, quels sont les enseignements qui peuvent être apportés dans cette situation-là. Et d'avoir justement cette hauteur de l'âme, ça nous permet de vivre les choses différemment. Le but, c'est pas de rester perché depuis l'âme, hein, parce qu'on vient vivre en tant qu'humain, mais de prendre l'information et la connaissance depuis le regard de l'âme et de l'apporter, de l'intégrer et de venir guérir l'humain. C'est vraiment des allers-retours entre l'âme et l'humain qui se jouent. Et plus j'accède à ces espaces-là, plus j'accède facilement à l'esprit qui est encore un autre état d'esprit, qui est l'unité en dehors de toute séparation. Voilà. Et donc quand on est comme ça, c'est-à-dire que quand je suis l'humain, j'observe, c'est la conscience qui observe directement depuis l'humain. Quand je suis l'âme, c'est la conscience d'être l'âme qui observe l'humain. Quand je suis l'esprit, je suis toute chose. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Quand je vis les choses pleinement depuis l'humain en moi, je n'ai pas conscience de ce qui se joue ailleurs finalement. Et donc le fait de vivre les choses depuis son âme nous permet de porter un regard nouveau, empreint de sécurité, parce que depuis l'âme, nous sommes toujours en sécurité. Depuis l'humain, la sécurité, elle peut être parfois un peu faillible, mais depuis l'âme, la sécurité, elle est pérenne, elle est bien installée en fait. Donc, on peut faire des allers-retours comme ça pour se sécuriser dans l'espace de l'âme et apporter cette sécurité à l'humain jusqu'à l'intégrer pleinement en tant qu'humain. En fait, cette vision de l'âme, elle nous permet un peu de faire des copier-coller. C'est-à-dire, ok, je ressens cette sécurité depuis l'âme, ok, je vais la copier depuis l'âme et je vais la coller chez l'humain. Et en fait, on fait des copier-coller. C'est une manière très facile de le dire. Ça pourrait être dit de mille et une façons, mais tout le monde fait des copier-coller à l'ère de l'informatique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez parlant, concret, on va dire. Donc les concepts apportés à l'âme, je vais les intégrer depuis l'humain en moi. Parce que si je reste tout le temps depuis l'âme, je n'incarne rien finalement. L'âme, elle a le but, elle a l'envie d'expérimenter l'incarnation humaine, sinon nous ne serions tout simplement pas là. Voilà, tout ça pour dire que la vie nous amène à des situations qui vont nous faire revivre nos plus grandes blessures, parce que derrière ces blessures, il y a ce qu'on croit être du vide, mais c'est l'essence de qui nous sommes. Et pour moi, c'est une erreur d'interprétation. Et c'est parce que ce vide parce que le mental a une interprétation de ce vide complètement erronée, que l'on en souffre, parce que c'est une vision et une interprétation du mental. Mais quand on le vit, quand on s'abandonne à ce vide, à son propre vide, on est dans un espace de silence, d'unité, de paix. Et c'est pour ça que, vous savez, les plus grands bouleversements de votre vie vous donnent accès à ce même vide. Au début, vous l'interprétez comme étant... On l'interprète, hein. Quand je dis vous, c'est on. Mais on l'interprète comme étant de la souffrance d'être séparé de l'autre parce qu'on croit que c'est du vide. Et puis plus on s'abandonne à ça, plus on s'aperçoit que ce n'est pas du vide. Le vide n'existe pas. Le vide, c'est le divin. C'est ce champ, cet espace d'infinies possibilités. Il faut du vide pour créer.
Et c'est à partir du vide que nous créons. Souvent on dit la nature a horreur du vide. Le vide est cet espace où l'on peut créer. On crée depuis le vide. Quand on veut peindre un tableau, on le crée depuis un espace vierge, depuis le vide d'une toile. Et c'est là qu'émergent les idées. En fait, le vide, c'est notre pouvoir créateur. Et c'est vraiment une invitation à changer de regard sur ce qu'on croit être le vide, parce que c'est une interprétation erronée du mental. Le vide n'existe pas. Le vide, c'est exactement le divin. Vous voyez là, j'attends que ça se fasse et je vous dis après. Les temps de vide que je mets dans des podcasts, c'est qu'il y a des... Comment je pourrais dire ça ? Des partages qui sont simplement vibratoires, qui sont simplement simplement vibratoires et qui sont partagés dans ces épisodes-là, mais qui sont au-delà des mots. Et donc il y a accueillir les silences qui sont informés. Juste à les vivre depuis les sens et non forcément à y mettre un sens. Ne pas chercher les sens, les ou le sens des mots, mais vivre l'essence du mot, l'essence en un seul mot, essence, l'essence du mot, du message, l'essence du message, et non donner un sens aux mots eux-mêmes. Et donc parfois, je sais qu'il y a je le sens parce que ça émane de moi, de ce que je vis, ces moments qui sont informés dans le silence. Vous savez, c'est comme quand on est dans une conversation avec quelqu'un et qu'il y a des blancs et qu'on va absolument meubler la conversation parce qu'on ne supporte pas le blanc. Et en fait, c'est des invitations à son propre vide, donc à son propre divin. Le vide, c'est le divin. Et j'ai tellement envie ensemble qu'on change les choses à ce sujet-là parce que l'interprétation erronée du vide crée la séparation. Évidemment, depuis l'humain, on vient vivre cette expérience, mais le but, c'est de se souvenir et de se rappeler et de créer un nouveau paradigme de conscience ensemble. Et donc, si j'arrête de croire que le vide, c'est le néant et qu'il ne se passe rien et que c'est ma perte et que c'est la plus grande séparation, et qu'à la place, j'y vois le divin et je le ressens, c'est pas de se dire vide égale divin, c'est de vivre ce qu'on croit être le vide complètement. Et en le vivant complètement, on s'aperçoit que c'est le divin. Il n'y a pas à se lobotomiser le cerveau, il n'y a pas à se... Enfin, j'ai l'impression que des fois, autour du développement personnel, il y a une forme de... Il faut être comme ci, il faut être comme ça, mais en fait, il n'y a pas à forcer les choses. Les choses sont. Et plus je suis dans le laisser-être, plus les choses deviennent ce qu'elles sont, depuis qui je suis. Waouh, ça me met dans un... Je sens que ça me met dans un état un peu particulier. Mais c'est vraiment très bien. C'est des explorations de la conscience que j'adore faire. Vous savez, on est un peu des archéologues de la conscience. C'est-à-dire que la conscience elle a été vécue de nombreuses fois par d'autres. La conscience est elle-même, puisque nous sommes la conscience. Et à la fois, on est un petit peu intéressé par tous ces vestiges qui ont été vécus avant nous et dont la conscience garde l'essence. Un petit peu comme l'eau a sa mémoire, on va investiguer un petit peu cette conscience pour en apporter la lumière, la rendre plus
rendre l'indicible concret. C'est comme une enquête en fait. C'est comme des fouilles archéologiques en fait, mais qui n'ont pas d'espace-temps, parce que c'est à la fois le passé, le présent et le futur. Le temps n'existe pas dans ces espaces-là. Et pourquoi je vous parle de tout ce qui est être stellaire, starseed? Parce qu'en fait, plus on incarne une part de nous qui a accès à d'autres connaissances déjà, qui vient d'ailleurs, et on le sait pertinemment. À un moment donné, il faut arrêter de se cacher, et je l'ai tellement fait, mais si vous saviez comme je l'ai fait. Quand j'étais petite, je me rechargeais avec les étoiles, je regardais les étoiles et je me sentais tellement reliée aux étoiles. Et un jour, mon frère m'a dit, non mais n'importe quoi, et en plus je sentais que ça me rechargeait, mais d'une force, et je me disais, mais comment on peut me dire que c'est n'importe quoi, alors que je sens que ça me fait un bien que je pourrais même pas expliquer en fait. Et plus on accueille ça en soi, et je vous le dis depuis la petite fille que j'étais et que je suis encore d'ailleurs, plus on accepte ces parts-là en nous, d'être stellaire, de toute façon on a tous des gènes d'ailleurs, c'est sûr, on a tous des gènes qu'on pourrait appeler extraterrestres même en tant qu'humains, mais parfois on a beaucoup plus expérimenté d'autres plans, d'autres planètes, pour parler plus humain, d'autres planètes, d'autres plans de conscience. Et on ramène avec nous des plans de conscience qui sont, au niveau de la conscience, plus évolués. C'est ni mieux ni moins bien. C'est juste que comme on est plus conscient d'être la conscience, on développe des facultés, une manière de vivre le monde, de le penser, et je pourrais dire de le penser P-E-N et P-A-N-S-E-R, qui change tout en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'accueillir toutes ces parts de soi. C'est pas pour le prestige de dire je viens de ceci ou de cela, parce qu'il n'y a rien qui vaille plus qu'une autre chose. Mais c'est vraiment pour accueillir toutes les parts de soi, celles qu'on veut cacher parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule de la société. Mais il y avait un truc que j'avais vu passer sur Facebook, une citation. C'est en rentrant dans le moule qu'on devient tarte. C'est un petit peu ça en fait. On est chacun des individus uniques. On est chacun unique. Notre vibration est unique là en tant qu'humain, en tant qu'âme. Et à la fois nous sommes la même essence. Mais c'est vraiment une invitation à s'expérimenter. En fait, tous les jours, c'est expérimenter qui nous sommes. Parce que moi, j'apprends tous les jours sur moi-même, en fait. J'apprends sur les autres, j'apprends sur moi, j'apprends tous les jours davantage à être moi-même, à laisser, en fait, finalement. Nous sommes déjà nous-mêmes, c'est pas un problème. Nous sommes déjà qui nous sommes. Mais nos conditionnements font que, ce qu'on ne s'autorise pas fait que, on empêche des parts de nous de rayonner. Mais elles sont déjà là, en fait. Il y a juste à enlever les résistances, à être pleinement soi. Il y a juste, comme si c'était hyper facile. Non, ce n'est pas hyper facile, et je le sais, pour le vivre, je le sais. Mais j'ai décidé aussi d'être de plus en plus dans ma vérité. Et c'est dans sa vérité qu'on est le plus dans sa grandeur et le plus dans sa puissance. Quand je parle de puissance, je ne parle pas de puissance égotique ou de pouvoir, comme on pourrait l'entendre chez nos politiciens, par exemple. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce n'est pas la puissance depuis l'humain. C'est la puissance... alors oui, c'est depuis l'humain, mais ce n'est pas depuis l'espace humain. C'est depuis un espace de l'âme, de se laisser rayonner complètement, dans toute sa sagesse, avec de plus en plus de conscience. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Si je le fais, tu le fais. On a tendance à... Vous savez, quand quelqu'un nous intéresse, on a tendance à le mettre sur un piédestal, à se sentir séparé de cette personne. Et d'ailleurs, c'est à double tranchant. Soit c'est « Ah, je vois la puissance chez cette personne, ça va me déclencher. » Parce qu'elle me renvoie la puissance que je ne m'autorise pas à être. Donc ça va me déclencher, mais j'en suis pas encore conscient. Soit j'en suis conscient à un certain niveau, en tout cas un petit peu plus conscient à un certain niveau, et je me dis « Waouh, cette personne, j'aimerais tellement être elle. » Mais quelque part, la personne met la personne qu'elle idéalise comme dans un futur inatteignable. Ah oui, un jour je serai, mais un jour je serai, ça n'existe pas. C'est je décide maintenant d'incarner ça. Je décide maintenant d'être pleinement moi. Qui je suis est déjà là.
C'est juste qu'il y a des couches de moi qui empêchent ça. Qui je suis est déjà là. Puisque je suis, fondamentalement. Je suis. Je suis, c'est la présence, c'est l'esprit. Quand je dis je suis, c'est l'humain, je suis, qui s'identifie à je suis, la présence, l'esprit. Donc je suis. Ça peut être redondant, mais c'est pas du tout le même je suis quand je le dis. L'un est on part d'une référence humaine et l'autre incarne directement l'esprit. Mais c'est l'humain qui rend accessible l'esprit. L'humain est un pont. Donc si je vis tout le temps chez Père, ça ne me permet pas d'incarner en fait qui je suis vraiment. Et voilà. J'ai l'impression que ces épisodes sont de plus en plus longs et en même temps je compte pas vraiment le temps. Et je vous emmène avec moi dans ces investigations de la conscience. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça peut mettre des mots sur ce qu'on vit. Et voilà, et prêter attention à comment je perçois le vide en moi. Et si c'était un espace de matérialisation, de manifestation du divin? Et si c'était le divin? Et si ce vide en moi était le divin? Est-ce qu'on aurait autant peur d'aller contacter ce vide? Alors oui, parce que l'humain a très peur de sa puissance, mais du coup, le vide, quand il n'est plus... parce qu'inconsciemment, le vide, encore une fois, c'est la mort. Mais le vide, quand il n'est plus défini par la mort, ou quand il n'est plus une représentation de la mort, une représentation inconsciente de la mort, et qu'il devient une représentation consciente du divin, on le vit depuis un nouvel espace, en fait. Tout est question d'interprétation et de perception. 1, 2, 3. Tout est question d'interprétation et de perception. C'est comme si vous aviez changé vos lunettes pour voir le monde différemment. Quand le vide est la mort, mes lunettes, on va dire, on va parler d'un exemple bien dualité sombre-lumière. Mes lunettes sont très sombres, très noires. Je vois très peu de choses. Quand le vide est un espace divin, dans le même espace, je porte des lunettes qui sont hyper lumineuses et qui vont refléter davantage la lumière. Voilà, c'est des petits exemples du vivant et de la conscience, mais voilà, des fois on a besoin de trucs hyper humains moi-même pour conscientiser les choses. Ah bah ouais, tiens, ça me fait penser à ça. Et c'est beaucoup plus concret, on a besoin de ça aussi. Voilà. Bon, eh bien, merci infiniment parce que, en fait, ce podcast, il est pour vous, mais il est pour moi. Et plus je parle, plus je me souviens de qui je suis. Et plus je me souviens de qui je suis, plus le monde se souvient qui il est, puisque nous sommes une seule et même conscience. Plus tu te souviens qui tu es, plus le monde se souvient qui tu es. Plus je me souviens qui je suis, plus tu te souviens qui tu es. Plus tu te souviens qui tu es, plus je me souviens qui je suis. Et voilà, c'est une résonance permanente, en fait, une résonance permanente. C'est comme si on se renvoyait la balle en permanence, mais c'est une balle de conscience, en fait. C'est pas une balle... je parle de jeu, là. Je parle pas d'une bastos. Hein. Je parle d'une balle comme si on s'envoyait la balle en permanence et qu'on jouait le jeu de la conscience. Tiens, je te donne la conscience. Bah tiens, je te renvoie la conscience. Super, bah tiens, je te renvoie la conscience. Mais c'est un peu ça, en fait. Et c'est beau. Parce que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de figé, de fermé. Moi, si j'écoute des podcasts d'il y a 2 mois, je pense qu'il y a des contradictions entre ce que je dis maintenant et ce que je disais il y a 2 mois. Et c'est ça qui est juste, c'est se laisser avancer, parce que d'un point de vue de l'humain, on a telle vision, d'un point de vue de l'âme, on a une autre vision, et parfois ces visions peuvent être contradictoires, et finalement, c'est juste que telle vision va, à un moment donné, nous apporter une autre vision. Et c'est ça le chemin. C'est pas d'être figé dans une forme pensée. C'est pas d'être figé dans des concepts, dans des concepts qui ne bougent jamais. C'est le mouvement lui-même, puisqu'il n'y a rien d'impermanent. Il n'y a rien de permanent. Oui, il n'y a rien de permanent. Voilà. La seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. C'est ça que je voulais dire. Et donc voilà, se montrer de plus en plus dans qui nous sommes, dans ce qu'on croit être nos failles, hein, parce que, par exemple, si je suis dans ma sensibilité et ma vulnérabilité, que je le considère comme étant une faille, comme quelque chose qui trahit quelque chose de moi, ou
voilà, comme quelque chose d'humiliant. C'est pas le cas, ça ne va pas être le cas pour quelqu'un d'autre qui sera peut-être dans une forme de rigidité, et à quel point là, ma vulnérabilité va lui apporter pour s'ouvrir davantage à qui il est, dans toutes ses facettes, et s'ouvrir davantage à l'humain, s'ouvrir davantage à se laisser traverser en fait par ses émotions, plutôt qu'à les retenir, à les contenir, à les glisser sous le tapis. Et à quel point, quand je suis dans ma vulnérabilité, je suis puissante parce que je ne contrôle pas. Et quand je dis je, c'est toi. Quand je parle de toi, je parle de moi. Et je parle de nous. Et donc voilà, c'est une invitation à vivre depuis... Tiens d'ailleurs, c'est intéressant. Posez-vous la question, qu'est-ce que je m'empêche d'être ? Quelle part de moi suis-je en train de freiner ? Quelle part de moi suis-je en train de freiner ? Suis-je en train de cacher, de masquer ? Et à quel point, quand on incarne ces parts-là, on devient des puissants projecteurs pour les autres. On projette ces espaces-là chez l'autre. On ne projette pas parce qu'on a décidé de le projeter, ça se fait naturellement. Et c'est d'une beauté, parce que ce qu'on s'offre, on l'offre au monde. Et derrière le regard de l'autre, c'est moi, puisqu'il n'y a qu'une seule et même conscience. Depuis le point de vue de l'âme, derrière le regard de l'autre, c'est mon regard qui s'exprime aussi. Comme je me crois être séparée de l'autre, j'ai peur de ça. Mais j'ai autant peur de la séparation que de l'unité, puisque l'unité, c'est reprendre la responsabilité créative de ma vie. N'essayez pas toujours de comprendre les mots comme des concepts séparés les uns des autres. Des fois, c'est une phrase qui contient une information énergétique dans son ensemble. Et il y a juste à accueillir le message sans forcément comprendre les mots. Et voilà. Voilà, le pouvoir de la question ouvre de nouveaux espaces. C'est extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant. Vous êtes des puissants créateurs, mais vraiment très, très puissants créateurs. Moi, j'ai juste envie de vous le rappeler. Et plus je vous le rappelle, plus je me souviens, moi, qui je suis. Et j'ai juste envie que d'autres personnes prennent conscience de ça. À quel point elles sont précieuses, à quel point elles sont uniques, à quel point elles créent leur existence, à quel point elles sont l'existence elle-même qui se crée, se renouvelle à chaque instant. Par les pensées, par les mots, par les actes, par les émotions. Voilà. Eh bien, je crois que c'est pas mal. J'ai presque fait 1 heure là, donc... ouais, je m'aperçois que c'est de plus en plus long, mais c'est parce qu'on va de plus en plus loin. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour voilà. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.